de vous retrouver pour ce 6e dîner, conférence Nominoé. Et quel bonheur d'être réunis ce soir dans cette magnifique orangerie. Merci à Julien Legendre et ses équipes pour leur accueil si professionnel et si chaleureux. Et pour ouvrir la soirée, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène celles et ceux qui partagent la première séquence avec nous. Jean-Paul Legendre, le président du Cercle des mécènes de Nominoé, le professeur Jean-Yves Gauvry, le président du Fonds Nominoé, Virginie Valentin, directrice générale du CHU de Rennes, et le professeur Boudjema, Karim Boudjema, président du comité scientifique de Nominoé. Et sans plus attendre, je donne la parole à celui qui nous accueille ce soir, Jean-Paul Legendre. Bonsoir à tous, donc mesdames, messieurs, chers amis. On est vraiment très heureux de vous retrouver ce soir et de voir près de 600 personnes. C'est bon, c'est bon. Réunies pour ce 6e dîner Nominoé. C'est impressionnant et surtout très touchant. Nominoé, c'est une histoire que nous écrivons ensemble depuis 11 ans, soignants, mécènes, amis fidèles. Nous avons choisi de faire plus et mieux pour les patients au CHU de Rennes. Grâce à vous, ce sont déjà 8 millions d'euros collectés et 45 actions très concrètes qui changent la vie des patients. Ce soir, vous allez entendre des histoires, voir des projets, rencontrer des médecins passionnés. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer le projet emblématique de 2025, l'Holoscope. Il est porté par le professeur Erwan Donal, à qui je vais demander de me rejoindre. Voilà. Et je pense qu'on est plusieurs ici, pas mal de monde, concernés par ce problème. Ou un jour. Le cardiologue s'adresse directement à l'holoscope, un outil rare. Il équipe depuis peu le centre chirurgical interventionnel du CHU de Rennes. Lors de cette intervention, il va aider les médecins à poser une valve sur un cœur malade. La réussite du geste augmente grâce à un hologramme. L'holoscope le crée avec les images de l'échographie du cœur, dont il va révéler des précisions jusqu'alors invisibles. Si je l'ai vraiment en tridimensionnel, si je le vois dans sa globalité, je pourrais sécuriser mon intervention et être sûr que le dispositif ne va pas se détacher secondairement. Donc je sécurise et je vois une information que je n'ai pas visualisable sur l'écran alors qu'elle existe. C'est ça qui est incroyable. Autre innovation, le cardiologue peut manipuler en temps réel l'hologramme du cœur. Avec le doigt, je vais pouvoir, comme ça, tourner mon hologramme pour l'orienter comme je le souhaite. Le contrôle est similaire à une opération à cœur ouvert, mais sans les dangers inhérents. Quand le chirurgien travaille à cœur ouvert, eh bien, il a besoin d'arrêter le cœur pour pouvoir intervenir, évidemment. Et là, l'intérêt, c'est que le cœur, évidemment, continue à battre. L'holoscope du CHU de Rennes est le 2e en Europe, un matériel cher dont le prix n'a pas été dévoilé. Son acquisition a été financée grâce à Nominoé. Ce fonds de dotation collecte 700 à 800 000 euros par an auprès de particuliers et d'entreprises. Avec les 4 vignettes, c'était bien. Donc juste quelques mots pour remercier pour la générosité de tous les donateurs de Nominoé. Aussi remercier Nominoé et son comité scientifique et les gens qui ont choisi ce projet dans la mesure où c'était quand même nous faire confiance, faire preuve d'innovation. C'était un projet qui était un peu futuriste quand même, se dire un hologramme du cœur, quelle drôle d'idée. Vous ne l'avez pas vu l'hologramme du cœur en l'occurrence, puisque vous ne pouvez pas le voir, il faut avoir les lunettes pour le voir. Mais en gros, pour juste que vous compreniez bien ce qui se passe, c'est qu'on fait des images d'échographie qu'on dit tridimensionnelles, où on acquiert une pyramide d'informations, mais que dans la vie quotidienne, on retransmet sur un écran. Mais donc cette pyramide sur un écran, ça donne un rendu 3D, mais ça ne donne pas un vrai 3D.
Et le fait de pouvoir avoir l'hologramme nous donne un accès à l'ensemble de la pyramide et donc à une capacité à voir le cœur se mouvoir en temps réel, vraiment en 3D. Et donc on utilise ceci pour des interventions qu'on dit percutanées ou chirurgicales. Et ça nous permet de sécuriser l'implant de dispositifs très petits et donc de faire du soin de meilleure qualité, ce qui était quand même, je crois, un des objectifs principaux de Nomineoé. Donc c'est vraiment du soin, c'est pas d'être futuriste, c'est pas un gadget. Et ce que je voudrais dire pour finir, pour ne pas être trop long, c'est que c'est un projet qu'on a mûri avec Nomineoé, avec du temps qui a été relativement court, ça a été vraiment très très rapide. Et une fois que c'est arrivé dans le service, une fois que c'est arrivé dans notre nouveau bâtiment médico-chirurgical, le fait est que ce dispositif, c'était plus moi qui l'utilise. Il est carrément utilisé par les autres et il a été approprié par les collègues. Et donc c'est un franc succès. Donc vraiment merci à Nomineoé, merci aux donations, merci aux gens qui organisent tout ça. Et je pense que ça rend un fier service à nos patients cardiologiques essentiellement, mais à nos patients au sens large. Merci. Je préférais que ce soit présenté par un professionnel. Merci. Je rappelle Nomineoé. Donc, je crois que le succès de Nomineoé, c'est cette association de professeurs, de médecins, et puis de mécènes. Depuis le début, on a démarré. Plein de gens nous ont rejoints. Et puis, je rappellerai toujours qu'il n'y a pas de gros donneurs, il n'y a pas de petits donneurs, il y a des donneurs. On donne en fonction de ce qu'on peut. Et Nomineoé, on n'est pas dans la recherche médicale. On considère que ça, c'est le travail des laboratoires. Les sommes sont tellement importantes qu'on pourrait strictement rien faire. On est toujours dans le souci du confort du malade. Donc, ça doit servir aux malades et ça doit servir aux soignants. Parce que là, les uns ne vont pas sans les autres. C'est important. Donc, encore merci à chacun d'entre vous. Par votre présence et votre générosité, vous faites vivre l'esprit de Nomineoé et vous rendez tout cela possible. Merci beaucoup. Merci, cher Jean-Paul. Merci pour vos mots et pour votre soutien indéfectible. Nomineoé vous doit énormément, cher Jean-Paul. À vous, bien sûr, mais aussi à Joël, à Vincent et à Julien qui nous accueillent ce soir, qui partagent, comme vous, ce bel engagement au service de la santé de proximité. Je crois que nous pouvons tous vous applaudir très, très chaleureusement. Et je laisse désormais la parole à notre jeune président, le professeur Jean-Yves Gauvry. Tout est relatif. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers amis. Merci beaucoup, cher Jean-Paul. Parti déjà. Je suis très heureux à mon tour de vous présenter et de vous souhaiter la bienvenue à ce 6e dîner Nomineoé 2025, Histoire de vie. Ce soir, vous êtes près de 600. Quel plaisir de vous voir si nombreux. Et c'est une joie aussi de vous voir et de vous accueillir. Alors pour ceux qui ont l'habitude de ce dîner, vous vous dites il y a un changement dans la présentation de cette année par rapport aux 5 dernières années. Pas faux. Madame Véronique Anatole, qui présidait Nomineoé depuis 10 ans, a quitté ses fonctions le 1er mai pour la Haute Autorité de Santé. Elle a beaucoup donné pour le CHU et pour notre fonds. Elle aurait aimé être ici parmi nous ce soir, mais sa nouvelle mission l'en empêche. En tout cas, je tiens à le remercier et l'ensemble du CA de Nomineoé très chaleureusement pour l'énergie qu'elle a consacrée à la santé des Bretons. Au fil des années, ce dîner est devenu un rendez-vous attendu. Il ne s'agit pas simplement de se retrouver autour d'une table, quoique je vous sens assez impatient, c'est surtout l'occasion de partager avec vous ce qui nous fait avancer. L'innovation médicale, le progrès pour les patients et cette conviction profonde que la santé se construit aussi dans la proximité et la solidarité. Ce soir, vous allez entendre mes confrères et collègues vous présenter des avancées concrètes. Ils vont vous montrer comment le CHU de Rennes innove et fait progresser la médecine avec la seule ambition d'améliorer les soins et la vie des patients. Je veux souligner leur engagement sincère et leur capacité à faire vivre ces projets et au travers eux, les quelques 10 000 personnels du CHU. Et surtout, je veux vous remercier, vous. Parce que derrière chaque projet, derrière chaque avancée, il y a votre générosité,
votre fidélité et votre confiance. Sans vous, rien ne serait possible. Et enfin, il me revient le plaisir de vous présenter Madame Virginie Valentin, directrice générale de notre CHU, nouvellement nommée depuis le 1er septembre. Et elle incarne déjà en quelques semaines, avec beaucoup d'énergie et de détermination, cette volonté de faire avancer les soins pour tous les Bretons. Merci. Mesdames, Messieurs, chers mécènes et amis de Nominoé, c'est avec une émotion toute particulière pour moi que je prends la parole pour la première fois au dîner annuel du fonds de dotation Nominoé. Au travers de vos visages, de vos présences, au travers de ce qui m'a déjà été témoigné depuis que je suis arrivée, je mesure très concrètement, j'ai presque envie de dire physiquement, ce lien unique entre notre CHU, son territoire et les acteurs qui le font vivre et l'animent au quotidien. Je découvre ici une communauté engagée autour d'une conviction forte et de valeurs. La santé est l'affaire de tous et le CHU de Rennes incarne cet engagement que vous portez généreusement et, permettez-moi de le dire, même admirablement. Grâce à vous, nos équipes, pour lesquelles j'ai déjà beaucoup d'admiration, peuvent innover, rendre possible les nouvelles façons de soigner et d'accompagner les patients et leurs proches au quotidien. Avec votre aide, elles développent des prises en charge d'avant-garde en région, et on peut même dire en France, et bâtissent à Rennes la médecine de demain, et c'est exactement le rôle d'un hôpital universitaire comme le nôtre. Merci du fond du cœur pour votre mobilisation solidaire, pour votre fidélité, qui donne à notre hôpital des opportunités incroyables et une force à nul autre pareille. Ce que je retiens ce soir, déjà, c'est l'énergie qui se dégage de vos présences, de votre détermination à nous soutenir. Elle dit mieux que tous les discours que je pourrais prononcer combien l'alliance entre le CHU, ses équipes soignantes et les Bretons est puissante et porteuse d'avenir. Je tiens à remercier celles et ceux des équipes médicales du CHU de Rennes qui vont témoigner dans quelques instants. Leurs projets qu'ils vont partager avec vous illustrent la vitalité qui anime notre hôpital. Ces projets sont la démonstration de leur excellence scientifique mise au service de tous les patients. Je veux également remercier toutes celles et ceux qui, depuis 11 ans, ont fait du fonds de dotation Nominoé une dynamique collective unique et exceptionnelle. Et je peux témoigner, en venant d'ailleurs que de la Bretagne, de Lyon, combien l'initiative Nominoé est regardée depuis très longtemps et combien elle inspire et même elle crée du désir ailleurs qu'à Rennes. Et je suis donc très honorée de vous rejoindre ce soir et je m'attacherai à porter haut, avec le Cercle des mécènes et son président, avec le président de la commission médicale d'établissement du CHU de Rennes, les ambitions que vous nous donnez au travers de votre engagement dans le fonds de dotation. Je m'inscris déjà avec conviction dans cette dynamique, persuadée qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Vous pourrez compter sur ma détermination à vos côtés, et j'ajouterai la fierté d'œuvrer pour la santé de tous dans notre région. Je vous souhaite une très belle soirée et surtout de très belles rencontres avec nos équipes médicales présentes ce soir et qui sont remarquables. Merci beaucoup. Merci Virginie pour ces mots qui disent si bien combien le CHU et Nominoé avancent ensemble, entourés de tous ceux qui les font vivre. Et maintenant, place à la première conférence qui nous ramène là où tout commence. Jean-Yves, je vous redonne le micro quelques instants avant pour présenter le professeur Boudjema. Faut-il encore le présenter ? Tout le monde ne le connaît pas. En tout cas, c'est une très grande satisfaction et très grand bonheur de vous présenter le professeur Karim Boudjema. Donc, il est professeur de chirurgie digestive et hépatique. Il est reconnu comme un chirurgien de renom dans la transplantation hépatique. Alors, j'ai un petit cours d'histoire. Il est précurseur et l'inventeur de la greffe auxiliaire du foie. Opération qui consiste à greffer un demi-foie dans la cavité abdominale. Le demi-foie implanté permet la survie du malade en attendant que le foie natif régénère. Il a réalisé plus de 1000 greffes au CHU de Rennes. Il sait aussi transmettre
puisqu'il a participé pendant de nombreuses années à la réalisation d'une quarantaine de greffes à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger, et contribue aussi à la formation des équipes sur place. Ce qui nous lie aussi, en 2015, ils confondent le fonds Nominoé, et pour toutes ses actions et performances, il est l'un des 35 membres permanents de l'Académie de médecine. Voilà, sa conférence sur le microchimérisme fœto-maternel s'inscrit parfaitement dans ce dîner Histoire de vie. Vous allez apprendre comme j'en ai appris en l'écoutant. Bien, mesdames, messieurs, tout ce que je vais vous dire est vrai. Nous sommes tous, vous êtes tous, des chimères. Alors, évidemment, ne regardez pas comme ça le voisin d'en face, parce que vous ne ressemblez absolument pas à la chimère d'Homère. Tête de lion, queue de serpent, corps de chèvre. Animal maléfique, non. Diapositive suivante, je pense que c'est ça. Vous êtes des micro-chimères. Je m'explique. Vous possédez chacun des cellules qui ne vous appartiennent pas. Des cellules qui viennent d'un autre. Et parce qu'il s'agit de petites cellules, on parle de micro-chimères. Ça n'a pas l'air de vous étonner, mais c'est tellement extraordinaire. Alors, comment est-ce que vous pouvez partager des cellules d'un autre ? Comment ? Tous ceux qui ont été greffés d'un organe, et ils sont nombreux, vous l'avez compris, il y a près de 6000 transplantations d'organes par an en France. Et au moment du transfert du greffon chez le receveur, le greffon porte un certain nombre de cellules qui vont passer chez le receveur et puis coexister avec vos propres cellules pendant toute la vie. Alors c'est un phénomène dont on a eu la preuve éclatante il n'y a pas si longtemps. Je vous raconte l'histoire, elle est extraordinaire. Un homme jeune, 30 ans, va au restaurant chinois. Il sait qu'il est allergique aux cacahuètes. Et il demande donc à ce qu'on ne lui serve aucun plat qui contienne des cacahuètes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans la sauce piquante sataï qu'il y a devant lui, il y a des cacahuètes. Donc il prend son premier plat, met un peu de sauce pimentée, fait un état de choc, un arrêt cardiaque. On appelle le SAMU, massage cardiaque, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le cœur ne repart pas. Il passe en état de mort cérébrale et devient donneur d'organes. Il est prélevé du foie, du pancréas et des 2 reins. Et le foie et un des 2 reins est transplanté à un receveur. La greffe marche remarquablement bien. Et 3 semaines après sa greffe, pour fêter ça, il va au restaurant chinois. Il va au restaurant chinois, il commande les plats qu'il a l'habitude de commander. Il y a évidemment de la sauce cacahuète. Et là, il fait une allergie magistrale à la cacahuète. Il ne le sait pas encore. On appelle le SAMU, il est conduit à l'hôpital en réanimation, il est intubé, ventilé. Il s'en sort ric-rac. En fait, ce que démontre cette observation merveilleuse, pour nous, pas pour eux évidemment, donc cette observation merveilleuse, c'est qu'il était lui, mais il était aussi un petit peu de son donneur, puisque des cellules porteuses de la réaction qui sous-tend l'allergie étaient passées chez le receveur qui avait donc un foie et un rein. Et puis la deuxième situation, beaucoup plus fréquente, celle-là dans laquelle on retrouve du microchimérisme, c'est évidemment la grossesse. Le fœtus est un greffon qui tient 9 mois puis qui est accouché. Et pendant la gestation, il existe un flux permanent de cellules entre la mère et son bébé. Ça va dans les 2 sens. Des cellules passent de l'enfant à la mère, on parle de microchimérisme fœtal, et puis des cellules passent de la mère à l'enfant,
on parle de microchimérisme maternel. Et vous allez voir que ce petit balai de cellules buissonnières devient rapidement compliqué avec les générations. Alors je reprends. Regardez ici, une mère enceinte de son enfant échange de cellules. La mère a des cellules bleues, j'ai représenté le génome par des couleurs. La mère a les siennes, donc les cellules bleues. Et puis l'enfant, lui, il est fait de cellules oranges, qui sont le produit de l'ADN du père et de la mère. Enfin là, j'entre dans les détails compliqués, peu importe. Les cellules oranges de l'enfant passent chez la mère et les cellules bleues de la mère passent chez l'enfant. La mère est porteuse d'un microchimérisme fœtal et l'enfant d'un microchimérisme maternel. Les cellules coexistent. Et elles vont tenir comme ça pendant toute la vie de la mère et toute la vie de l'enfant. Mais il se trouve que le petit qui est dans le ventre de sa mère est une fille. Et cette fille va avoir des enfants. Elle est donc enceinte pour la première fois d'un enfant qui a un nouveau génotype cellulaire. Des cellules de la mère et de la grand-mère passent chez l'enfant et des cellules de l'enfant passent chez la mère. Et lorsqu'il y a une deuxième grossesse, eh bien, ce sont les cellules du premier enfant, de la mère et de la grand-mère qui sont passées chez le deuxième enfant. Il y a quand même ça une multiplicité de cellules qui ne nous appartiennent pas initialement et qui vivent en nous pendant toute la durée. Plus compliqué encore, enfin plus compliqué, plus extraordinaire encore, il y a parfois des grossesses gémellaires. En fait, il y a beaucoup de grossesses gémellaires. La plupart d'entre elles échouent dans ce sens que le jumeau disparaît. On parle de jumeaux évanescents. Mais avant la disparition du jumeau, il peut y avoir déjà eu des échanges de cellules. Alors, imaginons ces faux jumeaux, un garçon et une fille, qui vont échanger des cellules, donc vous l'avez compris, avec le frère ou la sœur, avec la mère et avec la grand-mère. Et ça peut remonter comme ça très loin. Donc, un des jumeaux disparaît et le petit qui reste est porteur des cellules de l'enfant qui a disparu. Et si cet enfant est une fille et qu'il a un enfant, l'enfant peut avoir eu un oncle ou une tante qui portent des cellules d'un oncle ou d'une tante qui n'ont jamais existé. Ça devient très compliqué lorsqu'il s'agit de grossesse pour autrui, parce que vient s'intercaler dans la lignée familiale des cellules qui n'appartiennent pas au clan de la famille. Alors à quoi ça sert tout ça ? Alors des cellules microchimériques, elles se mettent partout, dans tous les organes. On en retrouve dans le cerveau, dans la thyroïde, dans les poumons, enfin je ne vous fais pas la liste, on en retrouve partout, et tout au long de la vie. À quoi elles servent ? On ne sait pas très bien. Il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Il y a la théorie pessimiste. Ces cellules qui nous sont issues de nos ascendants ou de nos frères et sœurs ascendants peuvent être à l'origine de maladies auto-immunes. Ce serait là l'explication des fameuses sclérose en plaques, sclérodermie, myocardite, fibrose pulmonaire, parce que les cellules étrangères se mettent un jour à nous attaquer lorsqu'elles sont pendant un certain temps parfaitement tolérées. Mais heureusement, il y a des aspects positifs. On sait aujourd'hui que ces cellules, qui sont donc dans tous nos organes, sont impliquées dans les cicatrisations difficiles. On a retrouvé, comme ça, autour de ulcères cutanés, des cellules microchimériques, donc des cellules fœtales venant de l'ascendant ou venant du collatéral. Dans la fameuse thyroïdite de Hashimoto, c'est une thyroïdite auto-immune, la thyroïde s'atrophie, bien les cellules microchimériques de l'enfant viennent au secours de la mère pour aller former des petits îlots de thyroïde qui vont se remettre à sécréter des hormones thyroïdiennes. Lorsque on fait une nécrose cérébrale, donc un accident vasculaire cérébral, on retrouve plein de cellules microchimériques autour de la zone nécrosée. Et c'est vrai aussi pour le myocarde. C'est tellement vrai que lorsque les femmes enceintes font dans le postpartum un infarctus du myocarde, le pronostic est toujours excellent. Les cellules microchimériques de l'enfant sont venues au secours de la mère. Alors, ce sujet-là passionne les foules en général.
Il y a notamment sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle un effet waouh, vous savez, pour se mettre un petit peu à la page. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans microchimérisme, il y a micro. Et micro, c'est technique, c'est fascinant. Il y a aussi chimère. Chimère, ça fait fantasmer, c'est fantastique. Le microchimérisme concrétise le rapport intime qu'il y a entre la mère et l'enfant. C'est attendrissant, c'est innocent. On fricote aussi un petit peu avec l'immortalité. Vous vous rendez compte ? Les cellules de ma femme, elle a de la chance, vont survivre à sa mort chez ses enfants. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis le microchimérisme, je trouve, nous interroge sur ce qu'est l'identité. Pour moi, ça remet en question la vision classique que nous avons d'identité encarapassonnée, isolationniste, ségrégationniste. Le microchimérisme nous apprend en fait qu'être soi, c'est aussi être un peu des autres, et que le cloisonnement, l'intolérance, la peur des autres n'est pas forcément inscrit dans la nature des choses. Alors, sur ces mots qui prêtent à réfléchir, je vous souhaite une très bonne soirée. Cette fois, ce sera une aventure médicale unique en France qui se joue au CHU de Rennes. C'est la greffe d'utérus. J'invite le professeur Yannick Malédan, membre du conseil d'administration de Nominoé, éminent membre du conseil d'administration de Nominoé, à venir présenter la conférence qui s'intitule « De mère en fille ». Et j'invite également à nous rejoindre celui qui présentera plus complètement la conférence, le professeur Jean Levesque, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est impressionnant, hein. Franchement, une nouvelle fois, merci beaucoup. Jean, il a peur, là, il dit qu'est-ce qu'il va raconter. Que du bien, Jean. Ben, effectivement, je suis extrêmement heureux de présenter cette conférence. Je veux dire, ça m'a presque fait faire du Marguerite Duras, hein, Utérus, mon amour. Là, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit où est-ce que je vais ? Et je suis heureux pour deux raisons. D'abord parce que c'est quand même une thématique assez exceptionnelle. Après 40 ans de métier médical, de réanimation, où j'ai vu beaucoup de choses, j'ai encore jamais vu un acte qui redonnait la vie à travers la vie. Et ça, c'est quand même très particulier. Deuxième élément, c'est parce que le conférencier, le professeur Jean Levesque, vous avez vu comme j'ai fait attention ? Il ne veut pas qu'il soit ecclésiastiqué. Jean Levesque est un comparse de longue date. Et j'ai toujours beaucoup apprécié non seulement sa compétence médicale, mais surtout son originalité. En témoigne sa signature. C'est le seul parmi nous qui a en bas de tous ses mails CHU Anne de Bretagne. Voilà. Alors pourquoi Anne de Bretagne ? Parce que c'est une femme et un obstétricien légitimement est intéressé. Parce qu'elle est fine, politique et brillante. Parce qu'elle est bretonne. Et que c'est également un argument, même si elle a eu, mon cher Pierre, quelques incartades nantaises qui auraient mérité quelques cartons jaunes. Mais là, on s'éloigne un peu. Et surtout parce qu'elle a eu 14 grossesses. 14 grossesses dans le but, malheureusement, échouant de vouloir donner aux deux rois avec qui elle a convolé un héritier mâle. Et elle a échoué, mais sans doute parce que ta maternité n'existait pas à l'époque, ce qui explique les difficultés qu'elle a eues. Deuxième élément, il est gynécologue obstétricien de la reproduction, donc on comprend bien que ce soir, le thème soit quelque chose qui puisse... Alors, pourquoi il est comme ça ? Parce que tout jeune, il est du 22. Je ne sais pas si vous connaissez, il faut que j'aille en avant. Voilà. Il est du vrai département breton, les Côtes du Nord. Et étant le premier département breton, c'est bien sûr le premier département de France. Et il est de Pludunot. Alors, vous ne connaissez pas la bourgade, moi non plus, mais j'ai appris. C'est une modeste bourgade,
mais qui a quelques monuments, dont le célèbre manoir du Plessis. Alors, je rassure, s'il y a des fiscalistes dans la salle, c'est pas à lui. Il ne faut pas du tout qu'après, il soit gêné en disant que. Et la légende bretonne raconte que dans cet établissement, durant les années difficiles, c'est devenu une maternité de recours. Niveau 4 pour ceux des experts qui sont autour de la table. C'est-à-dire ce qu'il y a de pire. Et donc, là, il a eu envie. Il découvre sa vie. Il a eu envie de passer au domaine obstétrical. Et quand on a passé sa grande vie professionnelle à soigner avec beaucoup de talent et une population un petit peu compliquée, enlever des utérus pour sauver des gens, c'est toujours un moment extrêmement délicat. Près de 1000 utérus, Jean. Près de 1000 utérus. Et donc, sur les vieux jours, quand tu regardes derrière toi dans ton rétroviseur, tu te dis, est-ce que je ne pourrais pas au moins en réimplanter un petit avant de partir, remettre l'arbre de vie en place, redonner cet organe qui... C'est un petit organe, 7 à 8 cm quand il n'est pas gravide, 50 à 60 grammes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement minuscule, mais c'est l'arbre de la vie. Et grâce à l'aventure qui va vous être présentée maintenant, qui est à la conjonction, en fait, Pierre, je fais une allusion, Nominoé et Anne de Bretagne, sont à Landévennec, tu sais, ce département un petit peu perdu du bout de la Bretagne qui est entièrement tutorisé par le 22. Et bien, grâce à ça, grâce à cette rencontre, les deux statues sont face à face, Anne de Bretagne, ça. On va pouvoir remettre en place l'arbre de vie et voir un jour cette extraordinaire aventure d'un petit humain au sens générique du terme qui peut voir renaître grâce à cette très très belle aventure. Merci Jean, merci Vincent et merci toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur le professeur Malédan, pour cette hagiographie. J'en arrive à me demander si ce n'est pas mon véritable père. Dieu me garde. Je profite du micro pour remercier les donateurs, remercier Nominoé, qui a puissamment contribué à l'édification de la Maison des Femmes chez nous, à l'hôpital Sud, l'hôpital Anne de Bretagne. Donc je vais vous parler d'un projet de transplantation d'utérus, un projet qui a vu le jour en 2015 lorsque Vincent Lavoué, qui était à l'époque mon jeune collègue, est rentré dans mon bureau et puis il m'a dit, en faisant une grimace comme ceci, « Je vais faire de la greffe d'utérus ». Et quand Vincent projette sa mâchoire inférieure en avant, il dit quelque chose, ça signifie qu'il va le faire. Et effectivement, c'est parti. On va commencer par la base. Comment faire un bébé? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bébé? On peut compter sur la divine providence. Ça a marché, semble-t-il, une fois. Mais par contre, mesdames, je vous rappelle que tous les hommes ne sont pas des anges. On peut partir en mission. Et vous voyez bien que ces deux-là ont adopté la position ad hoc. Par contre, si la mission est impossible, eh bien, first option, Tom Cruise. Ou bien, plus facilement, faire appel à un ou une médecin de la reproduction. Et là, on va devenir un petit peu plus sérieux. Médecine de reproduction, on sait faire les hormones, on sait faire les spermatozoïdes, on sait faire les œufs, on sait faire les trompes qui conduisent l'œuf béni au spermatozoïde heureux. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est l'utérus. Quand je dis qu'on ne sait pas faire, c'est pas vrai. On ne savait pas faire l'utérus. Et c'est tout le projet. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que aujourd'hui, ce que j'appelle moi la boîte, essentiellement pour mes collègues orthopédistes qui ont du mal à comprendre l'anatomie féminine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc la transplantation utérine, c'est une course de fond en quelque sorte. C'est une course de fond pour les patientes qui sont screenées, inspectées sur toutes les coutures, à la fois celles qui vont donner, à la fois celles qui vont recevoir. C'est un travail multidisciplinaire. Et s'il y a bien quelque chose qui est l'essence d'un CHU, c'est la multidisciplinarité. Nous avons la chance d'avoir des collègues brillantissimes. J'en veux pour preuve les collègues qui vont s'occuper de récupérer
des œufs pour pouvoir les transplanter ensuite dans cet utérus. Cet utérus qui sera lui-même transplanté. Et nous avons grandement bénéficié aussi de l'expertise plus qu'amicale de deux de nos collègues en particulier, naturellement monsieur le professeur Karim Boudjema et je n'oublie certainement pas non plus monsieur le professeur Erwan Fleischer qui ont été l'un un grand frère et l'autre un cousin. Dernière chose, il faut faire du transfert d'embryon dans cet utérus et ensuite il va falloir que ce transfert d'embryon soit accepté. On parlait actuellement tout à l'heure de microchimérisme. Eh bien, là, on est déjà sur une greffe, puisque on greffe dans une greffe. Donc, il va falloir aussi s'appuyer sur des compétences médicales visant à ce que la tolérance immunitaire puisse se mettre en place. Enfin, dernier point, ce n'est pas le tout de porter un enfant, mais il faut sortir cet enfant. Et donc là, on va avoir besoin d'un suivi de grossesse particulier et donc d'accoucheurs particulièrement compétents, ce dont notre CHU regorge. C'est un organe particulier, Yannick Malidan l'a dit à l'instant, c'est un organe qui n'est pas vital, la preuve en est, moi je n'ai pas d'utérus. Par contre, c'est un organe très particulier dans la mesure où il donne et il permet la vie. Et donc on a deux façons de procéder, schématiquement. On peut prendre une donneuse vivante, c'est-à-dire quelqu'un qui va confier d'abord au médecin, puis ensuite à la receveuse, son utérus. C'est assez facile sur le plan logistique, puisqu'il suffit d'avoir deux salles d'opération proches l'une de l'autre. Par contre, ce peut être dommageable pour celle qui donne son utérus. Ça reste une intervention chirurgicale relativement complexe. La deuxième façon de procéder, et c'est une des particularités du projet rennais, c'est d'utiliser un utérus chez une patiente qui est décédée en état de mort encéphalique. Techniquement, c'est extrêmement compliqué puisqu'il faut de la logistique. Vous allez prélever par exemple un utérus à Grenoble pour le transférer à Rennes rapidement. Par contre, il n'y a pas de risque pour la patiente qui donne, mais ça reste douloureux pour la famille et complexe. Si on s'intéresse maintenant aux receveuses, eh bien la grande majorité des receveuses, celles qui bénéficieront d'une greffe d'utérus, ce sont des femmes qui souffrent de ce qu'on appelle l'infertilité absolue, par manque d'utérus donc, ce sont essentiellement les malformations génétiques. Ces jeunes femmes qui naissent parfaitement normales, sauf qu'elles n'ont pas d'utérus. D'où ce projet qui est né dans l'esprit de monsieur le professeur Lavoué en 2015 et qui a vu le jour véritablement grâce à un soutien étatique majeur avec une somme relativement rondelette de 1,5 million d'euros qui a permis de mettre en place ce projet. Ça a l'air simple, en réalité c'est extrêmement compliqué, c'est long et Vincent pourra en témoigner. C'est difficile, il faut convaincre les autorités, il faut faire des dossiers, il ne faut rien lâcher. Mais vous êtes beaucoup chef d'entreprise, donc vous savez ce dont je parle. Et voici le programme tel qu'il est. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un programme qui est universel. On tape à toutes les portes. Des collègues rennais, des collègues ailleurs, on les contacte, on leur demande, on prend son bâton de pèlerin pour leur demander de participer à notre projet. Et ce qui est quand même assez extraordinaire dans ce pays qui se veut divisé, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'on voit tout de même un élan collectif qui nous permet aujourd'hui d'espérer le meilleur pour ce projet. Je voudrais juste terminer en priant l'équipe qui s'est occupée de ce programme de greffe de se lever et de venir me rejoindre pour que vous puissiez les saluer, parce que ce sont eux les héros. Et vous avez ici monsieur le professeur Lavoué avec madame le docteur Ludivine Dion. Ludivine qui est actuellement en Suède chez le pionnier de la greffe. Et voyez que vous avez Mats Braunström qui est un grand monsieur dans tous les sens du terme. Ludivine est encore une petite dame, mais je ne doute pas qu'elle grandisse. Merci de votre attention.
Merci pour les applaudissements. Ça sera mieux avec le bébé qui sera né issu de la greffe d'utérus. Et je pense, quand il est né, j'espère que vous me réinviterez pour en parler sur tout ça. Donc l'équipe est derrière. Donc encore une fois, c'est multidisciplinaire. Ça reste qu'une partie de l'équipe qui a pu se rendre disponible ici et qui montre vraiment ce projet qui est l'essence de la médecine pour nous et pour moi. C'est tout le monde derrière un seul objectif pour le bénéfice des patientes et un avenir et une espérance incroyable. Voilà. Je m'invite dans vos débats. Permettez-moi de revenir pour vous annoncer la 3e conférence au cœur même du bloc opératoire. J'invite le professeur Nathalie Rioux-Leclerc, administratrice du fonds Nominoé, à me rejoindre, parce que c'est elle qui va présenter la conférence qu'on a baptisée « Quand la vie commence entre les mains des chirurgiens » et qui sera prononcée par le professeur Alexis Arnaud. À vous, Nathalie. Merci beaucoup Marie. Bonsoir à tous. Et comme vous l'a dit Marie, je vous propose de continuer le déroulé de cette très belle soirée Nominoé en vous faisant découvrir une nouvelle facette de la chirurgie. C'est une chirurgie qui m'a toujours fascinée, qui m'impressionne et pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Alors Karim, Vincent, Jean, j'ai beaucoup de respect pour vos chirurgies, mais celle-là en particulier, vous allez comprendre dans 2 minutes. Alors essayez maintenant d'imaginer un petit peu. Je vais vous raconter une très belle histoire. C'est l'histoire d'un grand prématuré. Qu'est-ce que pour vous un grand prématuré ? Eh bien, c'est un nouveau-né qui est à peine de 7 mois, un peu plus de 7 mois. Enfin, ton histoire, c'est 7 mois, voilà, qui pèse à peine 1,3 kg, donc qui tient à peine au niveau de votre avant-bras. Ce grand prématuré, il est né avec une anomalie à la naissance, qu'on appelle une anomalie congénitale de l'œsophage, qui fait que l'œsophage, au lieu d'arriver dans l'estomac, se termine par un petit cul-de-sac borne. Et ce grand prématuré, eh bien, il a besoin d'un chirurgien à la naissance pour rétablir cette continuité. Et donc, ce chirurgien, eh bien, il est derrière moi, en la personne du professeur Alexis Arnaud, qui est chirurgien pédiatre au CHU de Rennes depuis 15 ans, qui est responsable de la chirurgie urodigestive et qui est également responsable de notre centre d'expertise et de compétences des malformations congénitales digestives. Et donc, vous allez apprendre à connaître la chirurgie du petit, mais dans l'infiniment petit. Merci Alexis. Merci. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Madame Rioux-Leclerc, je suis chirurgien viscéral pédiatrique. Je vais essayer de vous raconter une histoire parmi tant d'autres que nous vivons au quotidien. Donc nous avons la chance de faire un des plus beaux métiers du monde, d'opérer ce qui est pour certains d'entre nous le plus important, nos enfants. Et avec mon équipe, nous avons la chance de prendre en charge des enfants de la naissance à 18 ans, depuis les pathologies les plus simples, quotidiennes, aux malformations les plus complexes, sans oublier certains cancers. Et ce soir, je voudrais partager donc avec vous notre rôle dans les premiers jours de vie de certains nouveau-nés, ceux pour lesquels, sans une intervention rapide, la vie n'est pas possible. Mais aussi, je voudrais partager avec vous notre rôle dans l'accompagnement de leurs parents qui sont bouleversés par cette naissance qui n'est pas comme dans les cas les plus fréquents. Donc je vais vous parler de la vie de Samuel et je vais partager avec vous un petit voyage à l'intérieur de sa vie. Donc la mère de Samuel menait une grossesse tout à fait normale, mais lors de l'échographie du 3e trimestre, cette échographie a révélé un excès de liquide amniotique et pour chercher la cause de cet excès, nous avons réalisé une IRM. Donc sur cette IRM, vous voyez sur cette vidéo, on voit que le fœtus recrache le liquide amniotique qu'il déglutit. Vous pouvez voir sur la flèche de gauche l'œsophage qui gonfle et en même temps il le recrache. On voit les volutes de fumée au niveau de la flèche de droite. Et donc à ce moment-là, on suspecte une malformation de l'œsophage, comme disait le professeur Rioux-Leclerc, qui empêche le liquide amniotique d'aller jusque dans son estomac. Donc à ce moment-là, le couple de parents rencontre l'ensemble de l'équipe qui va s'occuper d'eux après la naissance, obstétricien, réanimateur, sage-femme et chirurgien pédiatrique. Cette rencontre permet d'expliquer au couple
toute la prise en charge, les hypothèses et la prise en charge néonatale de leur enfant. Et quand Samuel naît, les parents sont bien sûr les plus heureux, mais aussi les plus inquiets. Et vous voyez sur cette vidéo que très vite, il commence à s'étouffer avec sa salive, il suffoque. Les réanimateurs vont l'aider, mettre un petit tuyau dans la partie supérieure de son œsophage pour essayer de le soulager. Et en effet, ce qu'on craignait en prénatal est arrivé. Samuel a une malformation de cet œsophage. Donc nous sommes tous là ce soir autour de ce délicieux repas pour profiter du chaleureux accueil. Mais pour cet enfant, bien sûr, non pas seulement par son âge, mais aussi par cette malformation, manger n'est pas envisageable. Et si rien n'est fait, eh bien, il va se noyer avec sa salive, brûler ses poumons avec son liquide gastrique et ne plus arriver à respirer. Donc c'est une malformation rare qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage, seulement un enfant sur 5000 naissances. Et pour vous expliquer exactement ce que c'est, un bref rappel d'anatomie, comme nous l'expliquons aux parents avant la naissance. L'œsophage, c'est ce qui nous permet de faire passer l'alimentation de la bouche à l'estomac, comme vous le voyez là. Et la trachée, par contre, c'est ce qui nous permet de respirer, de diffuser l'air que nous inhalons jusque dans les poumons. Dans cette malformation de l'œsophage, eh bien, cet œsophage s'interrompt dans le thorax et il y a une communication entre la partie basse de l'œsophage et la trachée. Il y a 50 ans environ, les nouveau-nés qui avaient cette malformation mouraient en quelques heures. Les progrès de l'anesthésie ont permis de tenter des interventions de sauvetage, et puis progressivement, le taux de succès s'est amélioré, et on a amélioré la prise en charge de ces enfants pour transformer cette malformation qui était létale en une malformation qui est maintenant curable. L'intervention standard, comme vous le voyez sur ce schéma, eh bien, c'est assez simple, c'est la tuyauterie. On va déconnecter l'œsophage de la trachée, et puis on va rabouter, on va remettre en continuité les deux extrémités de l'œsophage. Donc cette chirurgie, elle a été longtemps réalisée par voie ouverte, comme vous le voyez sur l'image de gauche, avec donc une grande cicatrice sur le thorax de ces enfants. Et maintenant, nous la réalisons sous thoracoscopie, c'est-à-dire avec une petite caméra et des cicatrices qui font plus que 3 mm de diamètre, comme celles qui sont entourées en rouge sur l'image de droite. Et donc si on revient à Samuel, justement, eh bien, c'est le branle-bas de combat après sa naissance. L'équipe chirurgicale et anesthésique se prépare à prendre en charge un nouveau-né, alors 1,3 kg, 2 kg, en tout cas un tout petit nouveau-né, quelques heures après sa naissance. Et après avoir expliqué le déroulement de l'intervention aux deux parents ou aux parents, eh bien, on répond aussi à leurs questions, on essaye de les rassurer au maximum. Et puis Samuel est emmené au bloc opératoire, comme vous le voyez là. L'équipe est au complet, anesthésiste, infirmière anesthésiste, interne d'anesthésie, les chirurgiens, l'interne de chirurgie, les infirmiers de bloc opératoire. Et on va commencer par la première étape de l'opération. Cette première étape, elle est importante, mais elle est risquée. Les anesthésistes ont légèrement endormi Samuel, mais il n'est pas encore sous respirateur. Nous vérifions à l'aide d'une caméra de 2 mm seulement qu'il y a bien cette communication entre la trachée et l'œsophage. Vous pouvez voir sur cette vidéo, les deux petits trous que vous voyez au fond, ce sont les deux bronches qui permettent d'aller vers les deux poumons. Et quand on remonte, on voit un orifice en arrière qui n'est pas normal. Et en fait, on voit que cet orifice, eh bien, c'est l'œsophage qui se jette dans la trachée. Et en fait, vous voyez, il est très large, c'est la même taille qu'une bronche. Et donc, en fait, à chaque fois que l'enfant respire, la moitié de l'air va dans les poumons et l'autre moitié va dans l'estomac. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Et après cette endoscopie, eh bien, l'équipe d'anesthésie va intuber Samuel pour lui permettre de respirer, lui poser une grosse perfusion. À ce moment-là, nous nous préparons tout le matériel stérile et nous installons les instruments et la caméra. Cette caméra, comme je vous disais, elle fait 5 mm et les instruments font 3 mm de diamètre. Il faut se rendre compte que nous allons travailler dans un espace qui est aussi gros qu'une boîte d'allumettes, avec des éléments importants comme le poumon, l'aorte ou le cœur à proximité. Nous commençons d'ailleurs toujours l'intervention par un briefing de toute l'équipe pour être sûr que tous les moments clés, tous les instruments soient bien connus et soient les bons instruments pour le déroulement de l'intervention. Donc vous allez voir quelques vidéos de l'intervention. Là, ce que vous voyez, les traits verticaux, ce sont les côtes. Vous imaginez la tête de l'enfant à droite et les pieds de l'enfant à gauche. Et on a une vue magnifique sur les battements de l'aorte, sur le poumon que vous voyez, la zone un petit peu violacée en bas, et le fautif, l'œsophage, qui a préféré s'aboucher au mauvais endroit plutôt que de conduire les premières gouttes de lait dans l'estomac. Alors pour faciliter le travail de nos amis anesthésistes qui transpirent à grosses gouttes sur les difficultés respiratoires, nous repérons la communication entre l'œsophage et la trachée, donc que vous pouvez voir là, donc avec ces instruments tout petits, et nous la disséquons et puis nous la lions pour que tout l'air apporté par les anesthésistes aille dans les poumons.
Une fois que cette partie de l'opération est réalisée, nous laissons les anesthésistes récupérer une oxygénation un peu plus favorable et nous en profitons pour faire descendre notre rythme cardiaque aussi. Nous préparons ensuite la suture de l'œsophage. Donc pour ça, nous coupons cette communication avec la trachée, comme vous pouvez le voir ici. Et puis nous allons libérer progressivement la partie supérieure de l'œsophage qui se retrouve finalement assez haut, qui est quasiment dans le cou, pour pouvoir rapprocher le plus possible les deux extrémités. Donc il faut bien sûr, à ce moment-là, essayer de ne pas confondre l'œsophage avec l'aorte ou la trachée pour éviter de passer une mauvaise soirée. Et puis, bien sûr, une fois que la partie supérieure est ouverte, vient le temps de la suture. Et donc cette suture, vous allez la voir ici sur la vidéo de droite, elle va consister à faire des points entre les deux extrémités pour rapprocher. Et je vous laisse imaginer la concentration qui est nécessaire pour faire de la couture dans cette petite boîte d'allumettes, de la dentelle, avec des éléments qui bougent, là vous voyez, en fonction du rythme respiratoire, le rythme cardiaque. Et une fois que la moitié de l'œsophage est suturée, eh bien, on va passer une petite sonde que vous voyez là, à l'intérieur de l'œsophage, jusque dans l'estomac, pour permettre à Samuel de manger rapidement après l'intervention. Il faut s'imaginer que 3 heures après le début de l'intervention, Samuel va remonter dans sa chambre de réanimation et dès le lendemain, il sera alimenté sur la sonde, puis 3 jours après, il pourra manger par la bouche. Donc Samuel a commencé sa vie avec nous, les parents nous ont laissé ce qu'ils avaient de plus cher entre nos mains et le résultat est là, Samuel va pouvoir manger. Une fois la phase aiguë passée, nous abordons avec les parents la prise en charge des autres malformations, car un enfant sur 2 qui a une atrésie de l'œsophage naît avec d'autres malformations. Et vous pouvez voir là sur cette photo que même s'il n'y a plus de cicatrices visibles grâce à la chirurgie mini-invasive, vous voyez les 3 petits points qui ont permis cette intervention, eh bien, la naissance d'un bébé avec une malformation est d'une violence inouïe pour les parents. Même si on a pu préparer ça dans la phase prénatale, c'est jamais assez préparé. L'image de l'enfant parfait qui a été imaginée en prénatal, elle est brisée, et tout ce qui a pu être imaginé pour l'avenir devient incertain. Cet enfant, Samuel, il va être suivi toute sa vie. Il aura éventuellement besoin de l'aide de nos amis gastropédiatres pour dilater la suture si elle se resserre avec le temps. Mais ce qui est important pour les parents, c'est que cet enfant, il mange et puis surtout, il vit. Donc Samuel n'est pas un cas isolé. Des histoires comme la sienne, nous en avons plein la tête, heureuses ou tristes. Et je voudrais avec vous évoquer une autre malformation congénitale pour vous montrer les progrès aussi qui sont faits dans la prise en charge périnatale. En effet, pour certaines malformations, un traitement prénatal est possible, et c'est ainsi que pour les fœtus qui sont porteurs d'une hernie diaphragmatique, comme vous pouvez voir sur ces photos, la hernie diaphragmatique, c'est le diaphragme, c'est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Et dans cette anomalie, eh bien, il y a un trou à la place du diaphragme, ce qui fait que les viscères, le foie, l'intestin vont dans le thorax, compriment le poumon, ce qui fait la gravité de cette malformation, parce que ces enfants ont beaucoup de mal à respirer à la naissance. Et donc pour éviter ce retentissement sur le poumon, eh bien, des équipes se sont dit, pour améliorer aussi la survie des bébés, qu'il fallait développer une chirurgie fœtale qui consiste, au milieu du 2e trimestre de grossesse, à introduire une caméra dans l'utérus de la mère, puis dans la bouche du fœtus, endormi, avancer dans la trachée et mettre en place un petit ballon, donc vous imaginez, il fait 2 mm de diamètre, pour maintenir une pression dans les poumons et obtenir un meilleur développement de l'arbre respiratoire. Cette technique permet d'augmenter la survie de ces bébés de plus de 20%, et le ballon est ensuite retiré au 3e trimestre, avant la fin de la grossesse, bien sûr, pour que le bébé ne s'étouffe pas à la naissance. Ces histoires, pour certaines débutées avant la naissance avec le diagnostic prénatal, nous permettent de créer un lien vraiment particulier avec ces familles, très, très intimes. Elles sont souvent le nid d'une relation étroite et prolongée. Nous avons été là avant que le couple ait pu tenir son enfant dans les bras. Parfois, nous l'avons pris dans les bras avant eux, et nous les suivrons tout au long de leur croissance, dans les moments d'espoir et les moments de doute. Nous sommes parfois les témoins du poids de cette prise en charge au quotidien, avec le déchirement de la famille secondaire à la pénibilité du quotidien. Mais la constance, c'est que nous sommes toujours présents pour ces familles, pour ces enfants en devenir, pour les accompagner, les soulager, améliorer leur qualité de vie, et ça c'est un élément important, dans les limites de nos connaissances et les possibilités chirurgicales. Je tiens pour finir à rendre hommage aux équipes qui, par leur engagement au quotidien, jour et nuit, rendent possible ces interventions néonatales dans des conditions difficiles, de personnel ou de matériel, avec une expertise poussée, fruit d'une formation longue. Et je pense aux infirmières de bloc, aux infirmiers de bloc, aux infirmiers anesthésistes, aux aides-soignants, aux anesthésistes pédiatriques, aux réanimateurs et particulièrement à mon équipe chirurgicale qui est très résistante mais très fragile. Je vous remercie.
Après cette conférence qui sera très très intéressante, vous aurez une très jolie surprise, mais ça, je vous en dirai plus un peu plus tard. Et pour l'instant, j'invite le professeur Philippe Mabot, qui lui aussi est membre de l'Académie de médecine. Il est également membre du comité scientifique de Nominoé. Il va présenter la conférence K comme KID, qui sera présentée par le professeur Virginie Gandmer, que j'invite à nous rejoindre. Alors, il paraît que ça c'est bien. Bien, Virginie, venez près de moi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai effectivement l'honneur d'annoncer la dernière conférence de la soirée. Jusqu'à présent, vous avez vécu un très beau feu d'artifice, plein de couleurs. Et bien maintenant, c'est le bouquet final. Donc, asseyez-vous et soyez prêts à vivre ce grand moment. Et Marie, il va falloir mettre la barre très très haut pour la surprise après. Hein. Très très haut. Le début de l'histoire peut être un peu triste parce qu'on va parler de cancer. Alors, cancer est un mot qui fait peur. Mais quand vous associez le mot cancer avec les mots enfant et adolescent, je pense que ça vous donne à toutes et à tous un peu la chair de poule. Eh bien, c'est le sujet que va aborder ce soir la professeure Virginie Gandmer, qui très tôt s'est investie dans cette prise en charge avec une motivation sans faille. Et puis, ces cancers de l'enfance, ce n'est pas anecdotique, puisque c'est environ 1800 nouveaux cas par an en France. Et imaginez, ça fait un enfant sur 425, si les chiffres que j'ai sont à peu près 1 sur 425. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Et donc, la professeure Virginie Gandmer s'est très tôt investie dans la prise en charge de ces pathologies complexes, pathologies qui associent un peu comme les exposés précédents, non seulement l'enfant malade, mais aussi tout son entourage. Vous imaginez l'annonce à la famille, l'encadrement tout au long de la prise en charge thérapeutique, et y compris quelquefois des issues qui sont défavorables. Donc, le professeur Gandmer, la professeure Gandmer, est par ailleurs présidente de la Société française de lutte contre le cancer et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Elle est responsable du service de cancérologie et d'hématologie au sein du service de pédiatrie du CHU de Rennes. Elle est aussi une grande animatrice du réseau régional sur l'oncologie de l'enfant au sein du Cancéropole Grand Ouest. Et en bonne hospitalo-universitaire, elle ne se consacre pas qu'aux soins, elle a aussi une activité de recherche très active au sein de l'Institut de génétique de Rennes, dans un groupe sur les mécanismes de la génétique et de l'oncogénèse. Donc tout un parcours. Et pour être complet, le professeur Gandmer est aussi énormément investi dans la pédagogie, en tant qu'assistante du doyen sur l'accompagnement des nouveaux projets, la mise en place des réformes. Vous savez que les études de médecine ont connu beaucoup de remue-ménage ces dernières années et la professeure Gandmer y a largement participé. Donc je remercie vraiment Virginie d'avoir accepté l'invitation de Nominoé. Et donc le sujet c'est K comme Kids. Virginie, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Alors je ne vais pas faire le jeu des 7 erreurs, mais je ne suis pas chirurgien, comme vous l'avez compris, mais j'ai la chance d'être une femme, vous l'avez aussi remarqué. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces cancers de l'enfant pour vous montrer, enfin vous faire percevoir ce sur quoi les équipes soignantes luttent jour après jour. Je ne vais pas vous parler de choses extraordinaires par une chose, mais le quotidien contre quoi nous devons lutter. Et ça commence souvent comme ceci. Je pensais pas que c'était ça, parce que pour moi c'était une gastro en fait, un mal de ventre, pas comme un autre, parce que c'est vrai que celui-là il faisait particulièrement mal. J'ai été faire ma prise de sang et un test urinaire. Et en fait, ils ont dit qu'il y avait ça allait pas, et c'était pas très rassurant. C'est là que le docteur nous a annoncé que Célia avait une leucémie. J'y croyais pas, j'avais l'impression plutôt d'être spectatrice, de voir une scène
voilà, un film qui se tournait. J'ai hoché la tête comme si au bout d'une semaine, c'est bon, j'allais retrouver ma vie, normale, etc. Pour nous, c'était l'inconnu, quoi. Voilà, on mettait la vie de notre fille entre les mains de personnes qu'on ne connaissait pas. Voilà, une super équipe médicale aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que quand l'annonce arrive, on subit, quoi. On subit et puis on ne maîtrise pas du tout. Alors, Monsieur Mabo vous l'a dit, mais je vous le redis là. De combien parle-t-on ? Vous voyez, c'est en mettant les adolescents dans les cancers de l'enfant, on est sur des petits chiffres, hein, vous allez me dire par rapport aux plus de 400 000 cancers de l'adulte, mais c'est quand même 2500 à peu près enfants et adolescents par jour. Et vous voyez, ça touche un enfant sur un peu plus de 400, ce qui n'est pas rien quand même, voire si on prend jusqu'à 20 ans, un enfant sur 300. Alors, pour vous rassurer, parce qu'on entend beaucoup de choses, il n'y a pas d'explosion des cancers de l'enfant. Et c'est une chance, bien qu'il y ait une augmentation beaucoup des cancers de l'adulte. La stabilité est là, on a un petit peu plus de tumeurs cérébrales, mais globalement, les chiffres sont stables. Ça représente 0,6% de l'ensemble des cancers. Alors, c'est surtout des cancers qui n'ont rien à voir avec les cancers de l'adulte. Et c'est notre bataille, je dirais, vis-à-vis des institutions, mais aussi de toutes les associations et les donateurs possibles pour nous accompagner. Vous connaissez les cancers de l'adulte qui sont chez la femme, le sein, ou encore évidemment le côlon, le poumon. Chez l'homme, on retrouve évidemment la prostate. Ce sont des cancers qui n'existent pas chez l'enfant. Où vous voyez sur le graphique de droite, enfin de gauche pour vous, pardon, essentiellement des leucémies, des tumeurs cérébrales et toute une catégorie de tumeurs qui ne se voient que chez l'enfant. Elles se terminent par blastome parce qu'en fait, ce sont des cellules cancéreuses qui reproduisent la cellule embryonnaire dans l'organe dans lequel elles sont. Donc elles sont particulièrement difficiles à diagnostiquer. Merci Nathalie. Des efforts des anatomopathologistes. Ce sont des tumeurs très indifférenciées et qui donc ont besoin d'une prise en charge très différente. Ce sont des tumeurs qui grossissent très très vite. L'embryon, ça grossit énormément dans un espace de temps très très court. Donc elles grossissent très très vite. Elles sont toutes de très haut grade de malignité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas les guérir, bien au contraire. Et souvent, l'enfant est encore en excellent état général parce que ça pousse en 3 semaines. Mais ça nous demande, à toutes les équipes qui interviennent, et ça met en œuvre aussi les chirurgiens parfois, évidemment des situations de semi-urgence au diagnostic. Ce qui est compliqué pour l'ensemble des médecins de tous les territoires, c'est qu'il n'y a pas de signes spécifiques. C'est souvent même des signes indirects. Vous voyez sur cette photo, cette petite fille avait en fait une énorme tumeur d'un organe qui est juste au-dessus du cœur, qui s'appelle le thymus. Et en fait, évidemment, ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais si vous regardez bien, ces creux susclaviculaires, là, vous savez, les creux qu'on a au-dessus des clavicules, il y en a un qui est un peu moins creux que l'autre. Et ben voilà, c'était ça les signes d'appel. Et donc, il faut aller très vite. Le bon côté de cette croissance très rapide, ce sont souvent des tumeurs qui sont très sensibles à la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, elle agit au moment où les cellules se divisent. Et ça tombe bien, ces tumeurs ont des cellules qui se divisent très très vite. Alors, ça reste malheureusement la première cause de décès par maladie de l'enfant, mais je vous rassure, à l'heure actuelle, on guérit en France 82% des enfants à 5 ans. Alors évidemment, ce n'est pas assez, mais c'est quand même plein d'espoir. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi ces enfants sont atteints de cancer ? Qu'est-ce qui conduit à ça ? Alors, avant de parler des enfants, je vais vous parler un peu des adultes. Et vous savez qu'on dit de plus en plus, et c'est vrai, que 40% des cancers de l'adulte sont évitables par des comportements de vie inappropriés. Et sur ce camembert, je ne pense pas en fait que vous le distinguiez très clairement. C'est une étude de l'OCDE qui reprend différents facteurs environnementaux des différents pays. Et en fait, on y voit
que la France n'est pas si mal pour la lutte contre l'obésité, qui est un facteur de risque important, pour la prise en charge aussi de l'exposition professionnelle, ou encore de la nourriture, de manger des légumes par exemple, on est plutôt bien. Par contre, on est toujours très très mauvais pour le tabagisme, pas terrible non plus pour la vaccination contre le papillomavirus, et on pourrait faire mieux pour l'alcool aussi. Mais vous voyez bien que ces facteurs, comme ça, ne peuvent pas s'appliquer à l'enfant. Et donc, évidemment, on cherche les causes de ces cancers. Alors, il existe, comme chez l'adulte d'ailleurs, mais en nombre un peu plus important, des causes génétiques, c'est-à-dire 10 à 15% des cancers de l'enfant, en fait, sont transmis par une anomalie héréditaire qui vient des parents. Comment nous, cliniciens, on a la puce à l'oreille? Parce que certaines tumeurs sont très associées à ces anomalies génétiques, ou parce que 2 cancers surviennent en même temps. Alors, vous voyez, ça fait quand même beaucoup pour un seul enfant. Ou parce qu'ils s'associent d'autres types de malformations. Donc, nous, on sait un peu les dépister, et je sais que j'en ai vu dans la salle ce soir, nos amis généticiens sont là pour aller explorer beaucoup plus avant ces cas-là. Et la particularité, évidemment, c'est que ces anomalies génétiques, voire ces facteurs de risque, on va en reparler, agissent sur des organismes en développement extrêmement rapide. Et que, finalement, quand on y pense, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on vous a parlé de génétique. En fait, tout cancer est génétique, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation dans ces cellules malades d'anomalies, de mutations. Et sur le petit graphique que vous voyez à gauche, sur la partie complètement à gauche, vous voyez différentes tumeurs cancer de l'adulte, vous voyez des taux de mutation un peu importants, et vous voyez que finalement en pédiatrie, c'est la partie la plus à droite de ce graphique, il y en a beaucoup moins. Et en fait, l'idée de se dire, est-ce que c'est vraiment les mutations qui vont causer le cancer, ou est-ce que c'est finalement des mutations qui surviennent à un moment particulier du développement qui fait que là, l'individu est sensible à ces anomalies? On est de plus en plus dans ce cadre-là. Ça rentre dans la grande catégorie de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui peut être du coup modifier l'expression des gènes. Et là, pour le coup, les facteurs de risque environnementaux prennent toute leur place, parce qu'on sait que ces facteurs environnementaux peuvent modifier l'expression des gènes, même déjà par une exposition chez la femme enceinte. Alors pour autant, ces facteurs de risque, c'est extrêmement compliqué à étudier, et je voulais vous en dire un petit mot parce qu'on entend vraiment, vraiment beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Alors c'est difficile à étudier parce que ce sont des cas très rares, les cancers pédiatriques, et la statistique n'est pas tellement faite pour les cas rares, de façon générale, et mathématique, si je puis dire, parce que c'est évidemment très complexe. Je vous disais qu'il faudrait voir les facteurs environnementaux que la mère a pu avoir à un moment de sa vie. C'est pas facile, c'est-à-dire que c'est pas au moment où le cancer survient chez l'enfant, c'est bien avant peut-être que les choses ont conduit à cela, qu'il faut toujours comparer des enfants sains aux enfants malades. Et puis, il faut que le risque il soit quand même supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu quelque chose. Et pour vous montrer un petit peu les dérives qu'on peut faire dire à la statistique, si vous regardez ces images, est-ce que vous pensez que le oiseau de gauche est beaucoup plus léger que l'oiseau de droite, vu qu'il a quand même tordu la barrière? Ou est-ce que ce chat est probablement tombé du ciel pour avoir détruit la vitre? Ben non, on ne peut pas forcément dire ça, on est d'accord. Et c'est exactement la même chose, je vous le ramène quand même dans le sujet. Alors je suis désolée, c'est petit, mais vous avez sur la gauche en ordonnée le risque de tumeur cérébrale qui est rapporté au nombre de radiation liée à des scanners cérébraux, et c'est la dose de radiation, toute petite dose, qu'on voit en abscisse. Et si on regarde le graphique, on se dit que c'est très clair, plus on a eu de scanner cérébral, plus on a un risque de tumeur cérébrale.
Vous êtes d'accord? Ou alors, on peut se dire, mais pourquoi donc ces gens, ces enfants, puisqu'il s'agissait d'enfants, ont eu des scanners cérébrales? Enfin, des scanners cérébraux, tu as raison, Alexis. Il me reprenait, alors. Et en effet, est-ce que ce ne sont pas plutôt les pathologies qui justifiaient des scanners cérébraux qui étaient associés au risque de tumeur cérébrale? Attention à ce qu'on fait dire aux choses. Attention. Et si on regarde, je reste toujours dans les tumeurs cérébrales, l'effet par exemple des radiations naturelles ionisantes, une autre petite variante de la statistique. Vous avez plusieurs types de tumeurs cérébrales, dont les astrocytomes pilocytiques. C'est classique chez nous, c'est l'astrocytome pilocytique. C'est d'ailleurs le seul qui a un risque relatif au-dessus de 1. Vous voyez, on n'est pas à 4 fois, 5 fois, 10 fois le risque. On est à 1,15. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vraiment on regarde à l'échelon individuel, puisque cette maladie, ce cancer touche un peu plus de 15 enfants par million, ça veut dire que dans la population générale, on a un risque sur 3690, et donc, à cause des radiations naturelles par 5 millisieverts, c'est l'ardose, eh bien, ça sera un risque entre 1 sur 47 890 et un risque sur 1 sur 64 000 et des poussières. Donc, en fait, c'est le même risque. D'accord? Donc, attention à la statistique. Et je m'arrêterai là pour vous dire que on ne connaît pas la cause des cancers de l'enfant. La plupart des cas, 85% des cas, on ne sait pas pourquoi ça survient, mais il y a une surveillance extrêmement précise en France qui est réalisée par Santé publique France, et ce sont des études qui sont très prises au sérieux. Alors, pour vous rassurer aussi, l'organisation de la prise en charge de la cancérologie pédiatrique est très bien organisée en France, et sur le plan du soin et de la recherche. Monsieur Mabot vous a un peu parlé, la France, vous voyez, est répartie en 5 grandes zones qui sont des organisations interrégionales. Et au sein de ces organisations, il y a des centres de référence, et évidemment Rennes fait partie d'un de ces centres de référence. Et il a aussi la chance de pouvoir proposer aux malades chacun des parcours de soins spécifiques qui sont décidés par l'INCa, qui sont donc les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, la radiothérapie, la chirurgie des tumeurs cérébrales et la chirurgie des tumeurs osseuses. Hop là. Et je voulais vous dire aussi qu'à Rennes, on fait bien sûr d'excellents soins, mais on y joue aussi les Jeux Olympiques chaque mois de septembre, pour Septembre en Or, et que le 15 février, qui est la journée internationale des cancers de l'enfant, on est sur la place de Rennes, et merci à la mairie de Rennes de nous offrir cette possibilité. Et puis un petit mot de Célia, 5 ans plus tard, que vous avez vu au début, et qui va parfaitement bien, et qui a fait des études supérieures. Merci à tous. Le temps est venu de découvrir la petite surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les 4 conférences s'achèvent avec celle du professeur Virginie Gandmer. Maintenant, place à une première surprise. Et ensuite, vous aurez le droit aussi à un autre petit témoignage. Mais j'ai le grand plaisir, à l'instant, d'accueillir Maryvonne Leduf. Alors, Maryvonne Leduf est la présidente du fonds de dotation Louis Leduf. Elle est directrice générale du groupe Louis Leduf et administratrice du fonds Nominoé. Elle incarne, je dois dire, avec beaucoup de conviction et d'engagement, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'elle incarne vraiment la grande mécène qui s'engage et qui fait le mieux pour la santé en proximité, avec un attachement particulier au bien-être des patients. Je l'en remercie. Elle nous fait l'amitié ce soir de nous offrir une très jolie surprise. Elle nous rejoint et je lui passe le micro. Merci beaucoup. Merci à tous et bonsoir.
Après toutes ces présentations, on ne peut évidemment qu'être très admiratif du succès de Nominoé. Nous avons devant nous des preuves tangibles. Quand on voit tous nos mécènes, votre présence, vous les généreux donateurs, quand on entend, quand on participe une fois de plus à l'excellence des interventions de nos chers professeurs, vraiment, en tout cas à ma table, on était, mais je pense à toutes les tables, extrêmement impressionnés par tout ce que vous nous dites, qui ne fait quand même pas partie de notre quotidien. Et je disais à Madame le maire tout à l'heure, en début de ce repas, que lorsque nous participons à un dîner annuel de Nominoé, nous sortons beaucoup plus sachants qu'en y entrant. Enfin, j'imagine, hein, en tout cas moi, oui. Tout cela, toutes vos actions, les professeurs, tous ces gens que nous représentons, permettent les actions de Nominoé, et j'aime à rappeler que l'objectif de Nominoé, comme l'a rappelé d'ailleurs Karim Boudjema, c'est d'améliorer le confort des malades à l'hôpital. Et ça, c'est très pragmatique, parce que c'est visible au quotidien, c'est quelque chose qui est mesurable. J'ai souhaité que ces belles actions fassent l'objet d'un ouvrage. J'ai ressenti le besoin de les imprimer pour en garder la mémoire et afin de pouvoir nous permettre à tous aussi de partager tout ce que nous avons réalisé, le faire partager en distribuant notamment cet ouvrage. N'hésitez pas à le diffuser. Côté groupe Le Duf, nous avons également créé en 2016 un fonds de dotation axé notamment sur l'alimentation et la santé. La santé. Voilà le mot-clé, voilà le lien entre le fonds Nominoé et le fonds de dotation Louis Le Duf. La santé est un sujet qui nous concerne tous, à tous les âges de la vie, de bébés. On l'a vu par l'intervention des professeurs, c'est la première fois que nous parlions autant des bébés et apprendre qu'on peut même qu'on peut les soigner, même dans leur vie intra-utérine, est une sorte de révélation, en tout cas pour moi. À tous les âges de la vie, de bébés à... non, on dit plus vieux maintenant, on dit senior, n'est-ce pas? Senior plus même. Hein. Et avec un nouveau challenge, vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Donc les technologies présentées par ces professeurs, évidemment, servent ces dessins, puisqu'on nous sauve la vie depuis, même au moment où on est, même avant de naître. Mon mari, s'il était là, dirait qu'il est bon d'aller de temps en temps se faire ausculter pour réparer la machine avant qu'elle ne tombe en panne. C'est un peu il parle de sa voiture, mais c'est un peu la même chose pour vous, les professeurs. Et donc ce soir, nous avons la joie de vous dévoiler ce livre que nous avons baptisé « Prendre soin ». Je n'ai pas le livre avec moi d'ailleurs, c'est un comble. Merci Édouard. Donc voilà cet ouvrage. Il raconte tout ce que votre générosité a permis de faire depuis 11 ans. Donc dans cet ouvrage, vous trouverez des projets concrets, vous trouverez des visages, vous trouverez des histoires, vous trouverez aussi des machines, parce que Nominoé a beaucoup investi dans de nouvelles technologies. Et c'est une preuve qu'un hôpital peut aller plus loin quand tout un territoire a décidé de le soutenir. C'est un livre de mémoire, mais aussi un livre d'avenir. Le fonds de dotation Louis Le Duf a souhaité financer ce projet, car il partage pleinement cette conviction de prendre soin. À l'hôpital, bien sûr, mais aussi à travers l'alimentation et la santé, à travers aussi notre comportement quotidien, puisque chacun d'entre nous ne doit-il pas prendre soin des autres. Et pour bien... Alors, je voudrais, avant qu'on ne regarde une petite vidéo que vous avez préparée, je voudrais exprimer ma gratitude à Véronique Anatole. Véronique n'est pas là ce soir puisqu'elle a été appelée à une autre conférence ailleurs. Merci à Véronique, merci à Jean-Yves Gauvrit, Virginie Valentin et Karim Boudjema pour les petits mots que vous avez bien voulu écrire en préface de cet ouvrage. Merci pour leur justesse et pour la force de vos mots. Merci également à Amandine, à Marie-Louis et à Édouard de Tinguy, qui ont été les chevilles ouvrières de cet ouvrage. J'ai le plaisir ce soir de vous offrir un exemplaire de ce livre. Faites-le vivre, partagez-le. Et pour découvrir l'esprit de ce livre, je vous invite à regarder une petite vidéo.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce livre qui a été fait pour vous et une excellente fin de soirée. Un immense merci Marie-Vonne ainsi qu'au fonds Louis Le Duf qui a financé intégralement ce bel ouvrage qui vous sera remis par les ambassadeurs du fonds Nominoé avant que vous ne partiez. Mais pour finir notre soirée, j'appelle deux Alain. Un premier, Alain Glon, qui est membre du conseil d'administration, grand et fidèle donateur du fonds Nominoé et administrateur bien sûr. Je l'invite à me rejoindre pour qu'il nous offre sa voix, une voix qui porte et qui est très importante pour Nominoé. Et puis j'inviterai également Alain Parmentier, lui aussi administrateur du fonds Nominoé, parce qu'il a une petite annonce à nous faire pour un prochain événement très bientôt. Mais d'abord, Alain Glon, s'il vous plaît. Merci, Marie. Bonsoir. C'est vrai que vu d'ici, c'est magnifique. Quel bel endroit et quelle belle œuvre à laquelle nous contribuons tous ensemble. Je voudrais tout d'abord dire merci et mon admiration à nos amis médecins. On a entendu dans leurs propos parler de tension nerveuse, de rythme cardiaque qui survenaient lors de leurs interventions. Je pense qu'on a du mal souvent à imaginer ce que sont leurs préoccupations. Et donc, bravo et merci. En second lieu, je voudrais dire merci à Nominoé, qui est devenu d'une générosité exceptionnelle. Je dirais même c'est devenu essentiel. J'ai connu ce temps où Nominoé, c'était une forme de générosité alors de la part des entrepreneurs, des personnes individuellement. Or, aujourd'hui, dans le temps perturbé que nous vivons, je trouve que Nominoé est devenu un amer, un repère sur lequel on peut s'appuyer pour continuer d'avancer. C'est essentiel pour le sens et aussi essentiel pour la quiétude. Merci. Nominoé a aussi ceci d'exceptionnel que, n'est-ce pas Marie, on ne parle jamais de juridique. L'amitié a remplacé le juridique. Et à chaque fois qu'on se retrouve, et ce soir c'était encore la circonstance, on se dit, allez, quel est le prochain truc que nous faisons ensemble? Je trouve ça assez étonnant et presque unique. Alors au moment de terminer cette soirée, je vous dirai ce que l'on entend à propos de Mozart, Mozart le musicien, que le silence qui suit la musique, c'est encore du Mozart. Je souhaiterais que, après cette soirée de Nominoé, le silence qui va suivre vous inspire encore. Et pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, je rappellerai un peu l'historique en reprenant une image de marine. Le Nominoé était une chaloupe née à côté du paquebot, qui est le CHU, pour de la générosité, pour de la flexibilité, pour de l'humanité. Et je trouve que c'est assez réussi. 11 ans plus tard, en poursuivant la métaphore sur la marine, et pour vous inspirer sur le chemin du retour, je dirais que des techniciens ont, avec des normes, construit un gros navire qui s'appelait le Titanic. Un menuisier, avec son cœur, a construit une arche, nommée Noé. Merci de réserver vos applaudissements à Marie, qui est l'ébéniste de Nominoé. Merci Marie. Merci beaucoup Alain.
Alors maintenant, j'invite Alain Parmentier à me rejoindre pour cette annonce dont je vous ai parlé. Mais avant, l'ébéniste va vous donner des petits conseils. Vous l'aurez compris, votre générosité est extrêmement utile. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle combien vos petits dons, grands dons, moyens dons, tous sont les bienvenus et qu'ils soient faits directement sur le site du Fonds Nominoé, par voie postale ou par des conventions que vous ne manquerez pas sur lesquelles vous ne manquerez pas de me solliciter. Je reste bien sûr à votre entière disposition. Et pour refermer cette soirée, je passe la parole à Alain Parmentier et Jean-Yves Gauvry viendra terminer par des remerciements. Un grand merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité à ces dîners. Merci Marie. Bonsoir à tous, c'est très impressionnant de vous voir tous et merci d'être venus nombreux. Je partage toute l'admiration dont on a déjà témoigné vis-à-vis de tout le personnel du CHU qui se dévoue et fait des miracles chaque jour. Merci à tous nos professeurs qui nous ont montré des choses absolument extraordinaires. Donc, vous avez toute notre admiration. Alors, tout à l'heure, Alain a parlé de Mozart. Je crois que c'était une belle transition. Et d'ailleurs, je crois que ce que je vais annoncer ce soir, c'était un peu sur une idée du professeur Karim Boudjema qui est devant moi, qui est féru de musique. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Le 17 décembre, notez bien, Nominoé sera associé à l'Orchestre national de Bretagne pour une soirée exceptionnelle. Ce soir-là, les médecins se feront passeurs de musique et les musiciens dévoileront à la fois les fragilités de certains compositeurs, on pense à certains comme Beethoven, comme Fauré et quelques autres, et les merveilles qu'ils nous ont laissées. Ça sera un programme qui sera éclectique, qui sera passionnant. On ne vous dévoilera rien ce soir, mais il y aura de belles surprises. C'est une rencontre unique entre musique et santé, à partager ensemble le 17 décembre. Ça sera à l'auditorium de Rennes School of Business. Donc, il est très grand, vous pouvez venir très nombreux. Et donc, nous vous invitons à venir effectivement très nombreux à cette soirée. Merci beaucoup. Je clôture. Enfin, je clôture avant d'ouvrir le bal quand même. Vous n'allez pas partir comme ça. Je voulais remercier. Alors Marie, on t'a déjà remercié parce que tu es l'ébéniste de Nominoé. Non, je voulais dire quand même que je vous ai trouvé extrêmement attentif et silencieux pendant toutes les présentations, ce qui veut bien dire que ça vous a passionné. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand même on a découvert 4 histoires de vie. C'était quand même le thème de la soirée. On a aussi eu 4 histoires des progrès de la médecine et de sa compréhension et de ses connaissances. On a eu 4 histoires de prendre soin, j'ai trouvé. Ce qui me semble aussi fondamental, on a eu 4 histoires d'un collectif, d'un groupe et d'équipe. Et Alain en parlait, comment est-ce que vous allez repartir? Mais moi, je pense que vous allez repartir ambassadeurs tous de Nominoé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous concernés par la santé. Voilà. Et vous l'êtes aussi, comme nous. Et nous avons besoin de vous pour votre santé, pour notre santé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à l'année prochaine avec un très beau programme.